Elle se tient devant les icônes, 15 ans, la robe lourde étrangère, la couronne comme un anneau autour de la gorge, le rouge écarlate non de honte, de froid ou de peur, ou simplement parce que tout autour est trop fort. La cérémonie est brève, le prêtre la regarde à peine au visage, il parle avec son père, puis avec le fiancé, Ivan, le frère cadet du tsar, un homme aux mains de soldats et à la voix qui brise le silence. Il a presque 2 fois son âge. On dit qu'il est honnête, fidèle et terriblement ennuyeux. Elle ne le connaissait pas avant ce jour, l'avait vu une fois de loin à quelques réceptions. Alors il ne l'avait pas remarqué. Maintenant, il l'appellera épouse. Le festin, modeste, hivernal, hydromel, oie rôti, musique qui lui donne envie de se boucher les oreilles. Les invités sourient, boivent, lui lancent des souhaits. Soyez féconds, priez, servez votre mari. Elle acquiesce, se tait, sourit. Mais à l'intérieur, le vide. Et une chaleur silencieuse, à peine perceptible. Pas la passion, une brûlure. Car depuis l'enfance, elle savait, on la choisirait. Pour son visage, pour son sang, pour sa silhouette. Pas pour ce qui était dans sa tête, pas pour sa voix. Elle avait tenté de résister quand son père annonça les fiançailles. Une fois. Larmes, jurons, menaces. Puis soumission, silencieuse, empoisonnée. Elle savait. Son rôle, être invisible. Belle, mais silencieuse. Fidèle, même si tu n'aimes pas. Elle vivrait dans le Thérème, enfanterait 3 enfants, obéirait au mari, ne regarderait pas les étrangers dans les yeux. Mais personne n'avait dit qu'elle ne pouvait pas penser. Et elle pensait. Beaucoup. La nuit, couchée sous d'épaisses couvertures, quand son mari ronflait à côté d'elle, elle ne dormait pas. S'imaginait oiseau, ou ombre, ou feu. Quelque chose d'impossible à attraper. Dans sa jeunesse, elle lisait en secret des livres, apprenait que les femmes pouvaient être autre chose que mère et épouse. Qu'il existait autre chose, le sentiment, le choix, la volonté. Mais ici, dans cette maison, personne n'en parlait. Les premiers mois, elle fut parfaite, silencieuse, docile, obéissante. Elle savait comment regarder pour ne pas blesser, comment sourire pour que personne ne comprenne. Mais il y avait tout de même ceux qui le sentaient. Un garde laissa tomber sa coupe, croisant son regard. Un scribe rougit quand elle dit « Merci ». Une fois même, le frère de son mari retint trop longtemps sa main sur son poignet. Elle savait se taire, mais les yeux parlaient. Elle savait attendre, mais à l'intérieur pulsait la soif. Elle n'était pas méchante, n'était même pas audacieuse, ne voulait simplement pas être de marbre. Quand son mari partit pour la première fois, 3 semaines à Nijni, elle resta seule dans la maison et comprit soudain comment sonne le silence. Pas comme la peur, comme la liberté. Elle ouvrit le coffre où se trouvaient les lettres de sa mère, lut jusqu'à l'aube. Puis, mit la robe rouge qu'on interdisait. Puis, sortit au jardin, seule, sans escorte. Et quelqu'un parmi les serviteurs dit « Elle a changé ». Non, elle n'avait pas changé. Elle se rappelait qui elle était. Cette même petite fille qui, encore avant le mariage, assise devant le miroir, dessinait sur la vitre avec un doigt mouillé un oiseau et murmurait « Tu es mien, je suis tienne ». Mais personne n'entendait cela. Chapitre 2. L'argent dans les cheveux et le péché dans le sourire. Elle était assise près de la fenêtre, ne brodait pas, ne lisait pas, était simplement assise, les cheveux dénoués. La lumière tombait dessus comme s'il n'était pas blond, mais grisonnant, comme si le destin l'avait marqué avant l'heure. Mais l'argent lui allait, cela la rendait dangereuse. Une femme qu'on ne regarde pas, qu'on observe. Les serviteurs savaient. Quand elle se taisait, cela signifiait
Elle pense. Quand elle souriait, cela signifiait qu'elle avait déjà décidé. Il n'y avait pas de brusquerie dans ses gestes, mais tous comprenaient. Désobéir signifiait disparaître. Pas en prison, dans la conscience, dans la confiance, dans ses yeux. Chaque fois que son mari se préparait au voyage, elle se tenait aux portes, l'accompagnait. Le regard chaleureux, le visage paisible. Il s'inclinait, baisait sa main, montait dans le traîneau. Et chaque fois, en partant, il pensait « Quel bon époux j'ai !» Il partait et le palais s'animait. Le premier jour, elle organisait le silence. Le deuxième recevait des invités, officieusement. Le troisième commandait de la musique. Le quatrième écrivait des lettres. Et le cinquième, le jeu commençait. Dans ces appartements entraient ceux qui connaissaient les règles. Ne pas poser de questions inutiles, ne pas attendre d'attachement, ne pas rester jusqu'au matin. Mais beaucoup oubliaient, car dans son sourire il y avait le péché. Pas la luxure plus dangereux, le pouvoir. Elle ne tombait pas amoureuse. Elle dominait, les gardes venaient sur son appel, l'un pour le vin, l'autre pour un livre, le troisième pour la nuit. Les scribes apportaient des papiers et restaient. Elle ne leur dictait pas des ordres, des mots qui faisaient rougir le visage. L'un d'eux, tout jeune, demanda à rester. Le lendemain, on l'envoya en Sibérie. Les ambassadeurs venaient sans invitation. Certains pour la politique, mais ensuite pour elle. Elle ne refusait pas, mais ne promettait pas. Pour elle, chacun était une pièce sur l'échiquier. Son jeu n'était pas sur les sentiments. Les sentiments gênent. Mais le pouvoir excite. Quand un homme qui vient de signer un décret tombe à genoux, ce n'est pas la passion, c'est la preuve. Elle ne s'intéressait pas au corps, elle s'intéressait au choix. Quoi aujourd'hui, un soldat ou un poète? Ou un étranger aux mains sentant les épices? Chacun, un nouvel accord, une nouvelle scène. Elle appelait ces soirées théâtre. Le rideau se lève, disait-elle en versant le vin. Parfois, pour un. Parfois pour deux. Et chaque fois dans la pièce, ce n'était pas charnel, scénique. Il savait que ce n'était pas sur l'amour, c'était sur elle. Une fois, l'un des invités tenta de parler de sentiments. Elle s'approcha silencieusement, embrassa et dit « Tu es beau, mais pas le héros principal. » Dans de tels moments, elle rappelait une louve, solitaire, forte, sûre d'elle, ne criant pas, ne grognant pas, simplement maîtresse de sa meute, qui pouvait chasser n'importe qui, ou garder, si elle voulait. Les femmes à la cour la haïssaient, les hommes la craignaient, mais tous la voulaient. Car en elle il y avait ce qui était interdit, le droit à son propre jeu, et chaque coup était calculé. Chaque contact, comme un saut. Chaque nuit, comme... Chapitre 3. La cuisinière sait. Le garde sait. Seul lui ne sait pas. Dans la cuisine, le fourneau flambe depuis l'aube. Là, on ne discute pas de politique. On ne cite pas l'Évangile. Mais on sait tout ce qui se passe dans la maison, surtout la nuit. Les rumeurs naissent entre le bruit des marmites et le crépitement du charbon. La cuisinière Varvara, plus toute jeune, aux mains brûlées par les fourneaux, coupe des oignons et chuchote. Chez madame, les bougies ne s'éteignent pas jusqu'à l'aube. Et une bougie ne brûle pas sans nécessité. L'apprenti acquiesce, ajoutant à la pâte, et ajoute « Oui, elle mange du raisin dans la paume, pas dans la sienne, dans une masculine. » Il ne rit pas, ce n'est pas drôle, c'est la connaissance. Et la connaissance dans la maison du boyard est plus dangereuse qu'un poignard. La garde n'est pas sourde non plus. La sentinelle à l'entrée arrière a vu dans la nuit une ombre passer. D'abord a pensé un chat, puis a entendu une voix, masculine, d'abord forte, puis étouffée. Changement de poste et aucun rapport. Car si les mauvaises oreilles entendent le nom, ce n'est pas seulement la tête qui tombera. Les serviteurs remarquent les détails. Un nouveau ruban dans les cheveux de madame,
trop cher, pas du trésor, une trace d'anneau au cou, comme d'un collier étranger, le parfum d'encens, couvert par autre chose, de masculin, ils se taisent. Mais ils savent que tous les invités ne sont pas servis du vin dans l'argent, que certains laissent des lettres oubliées par hasard dans les poches du juste au corps, que certains reviennent et puis disparaissent. Mais il y en a un qui ne sait pas, ou fait semblant. Yvan, le mari, il vient rarement, occupé par le trésor, le recensement, la surveillance des frères. Il croit que sa femme est pure, qu'elle prie chaque soir, qu'elle attend. Il lui apporte des cadeaux, des rouleaux, des bijoux. Elle baise sa main, regarde droit dans les yeux et dit « Tu m'as manqué ». Et à ce moment, les serviteurs se détournent, car ils ne sont pas acteurs. Et voir un tel spectacle les met mal à l'aise. La ville sait aussi. Ceux qui livrent la nourriture entendent. Ceux qui changent le linge de lit devinent. Ceux qui cousent les robes voient des mesures prises pas seulement pour les fêtes. Même le cordonnier dit une fois « Ils viennent chez elle en bottes neuves et repartent, sans âme ». Mais dans la ville, on chuchote pas seulement par envie, mais par inquiétude. Car une telle femme ne pêche pas simplement, elle fait des choix, et dans sa position, le choix est dangereux. Varvara, la vieille cuisinière, dit une fois à une jeune servante, de telles choses ne se pardonnent pas, ni par Dieu, ni par le mari, ni par le temps. Et ajouta ensuite, mais ne s'oublie pas non plus. Et il lui écrit encore de la route, prie pour moi, et crois qu'elle prie. Et elle murmure effectivement quelque chose dans la nuit. Mais ces mots ne sont pas des prières, mais des noms de ceux qui furent et de ceux qui seront. Chapitre 4. La maison où disparaissent les hommes. Sa maison était silencieuse, trop silencieuse. Non par l'absence de son, par leur étouffement. Les étoffes sur les murs étouffaient les pas, les rideaux, les regards. Et les murs eux-mêmes, semblait-il, absorbaient les voix de ceux qui entraient, mais n'en sortaient pas toujours. Le premier fut un boyard, un hôte de Tver, arrivé avec une caravane de fourrures et une proposition d'alliance. Le soir, il dîna dans ses appartements. Les serviteurs disaient, les rires étaient forts, les gobelets vides. Le matin, il disparut. Son cheval resta à l'écurie, son bonnet dans l'entrée, mais lui-même, nulle part. Version officielle, partit tôt. Officieuse, il ne reparut plus jamais nulle part. Puis un hussard, jeune, beau, avec une voix comme un cliquetis d'épée. Au bal, il ne regardait qu'elle, elle que lui. Une danse, un verre, un baiser près de la colonne, et après, le silence. Les serviteurs disent, il entra dans ses appartements et n'en sortit pas. 2 jours après, son nom fut rayé de la liste du régiment. Comme s'il n'avait pas vécu, comme s'il n'avait jamais existé. Plus tard, un artiste. On l'appela pour peindre son portrait. Il resta 3 jours, puis maladie soudaine, mourut. N'eut le temps de finir que les yeux. La toile est encore conservée au sous-sol. Personne n'ose la brûler. On dit « Elle regarde ». Les rumeurs se multipliaient. Un serviteur parti lui-même dit qu'il ne voulait pas voir ce qui se passe derrière les rideaux. Un autre se taisait jusqu'à ce qu'il s'enivre à la taverne. Là, il révéla « Elle n'est pas une femme, elle est un abîme. Tu regardes et tu disparais. » On murmurait que dans sa chambre, il y avait un passage secret, que sous le plancher une deuxième sortie, qu'elle avait une liste, qui appelait, qui ne pas appelait, qui effaçait. Mais personne ne prouvait rien, car ils n'osaient pas, car ils avaient peur.
Et pourtant les hommes continuaient à venir, comme des papillons vers la lumière. Chacun pensait « Moi, je suis différent ». Chacun croyait « Avec moi, cela n'arrivera pas ». L'un dit « Si je disparais, que ce soit au moins de son baiser ». Il disparut, 2 jours après. Elle ne cachait rien, regardait droit dans les yeux, riait légèrement. La robe glissait des épaules comme par accident. Le parfum de cuir et d'encens poursuivait les invités encore une semaine, et personne ne savait qui elle embrasserait demain, qui serait le suivant, qui disparaîtrait. Chapitre 5. La liste gravée dans le bois. Le jardin derrière ses appartements n'était ni grand ni particulièrement entretenu. Parterres luxuriants, allées à la mode et fontaines, tout cela restait dans la cour extérieure où se promenaient les invités et où déambulait le mari quand il était en ville. Mais ici, derrière le mur intérieur, commençait le silence. Pas l'abandon, l'isolement. Pain, érable, un peu de mousse, quelques bancs près du mur. Un endroit que personne n'appelait jardin. Et pourtant, 2 chemins y menaient. L'un par la serre, l'autre par la porte latérale de sa chambre. Tout au bout se dressait un banc, ancien, en chêne noir, stable comme la mémoire. Aucun des serviteurs ne s'en approchait, ne s'asseyait à côté, n'essuyait la poussière. Pas parce que c'était interdit, parce qu'ils comprenaient. Si on regardait attentivement, sur le dossier du banc, des éraflures. Quelqu'un aurait dit « traces du temps »,« fissures »,« entaille accidentelle ». Mais celui qui savait comprenait. C'étaient des noms. Soignés, retenus, presque invisibles. Et seulement dans la lumière oblique du coucher de soleil apparaissaient sur le bois lisse des lettres. Un nom sous l'autre. L'écriture était la même, féminine, ferme. Les noms commençaient simplement. Le premier, un garde. Un nom court, presque enfantin. Peut-être était-il le premier, ou le plus inoffensif. Puis un nom connu, même à la cour, le jeune scribe. Ensuite, un homme sans titre, juste un nom, peut-être de la rue, puis un fonctionnaire, puis un étranger, et ainsi de suite. Chaque nom comme un souvenir, pas de passion, de présence, qui elle avait laissé entrer, qui elle avait gardé. Le banc n'était pas un confessionnal, c'était un registre, ni pitié, ni extase, seulement l'ordre. Mais il y avait un nom, en dessous de tous les autres, un peu plus grand et barré. Le trait était grossier, profond, comme s'il n'avait pas été gravé au couteau, mais griffé avec les ongles. Ceux qui l'avaient vu n'en parlaient pas à voix haute. Les serviteurs se taisaient, mais entre eux ils savaient. Le nom pas masculin, pas du peuple, un nom du clan, de ceux qui siègent près du tsar. On disait « frère », le cadet, pas celui avec qui elle était mariée, un autre, celui qui apparaissait à la cour sans prévenir, celui qui donnait un anneau qu'on ne portait pas en public. Celui qui disparut de l'horizon soudainement, sans permission, sans guerre, sans lettre. Après lui, elle ne quitta pas ses appartements pendant 1 semaine, puis sortit en noir, sans deuil, sans voile, simplement une robe noire. Et derrière elle, le silence. Même les murs ne craquaient pas. Un serviteur vit une fois comment elle était assise elle-même près de ce banc, seule, avec un couteau à la main. Il pensa « Elle veut couper le nom », mais elle ne fit que passer son doigt sur les lettres, lentement, et le laissa. Maintenant, le banc se dressait au même endroit. Personne ne s'en approchait. Mais tous savaient, il était là. Certains invités tentaient de poser des questions à son sujet. Elle regardait dans les yeux et ne répondait pas. Certains tentaient de plaisanter. On ne les invitait plus. Les serviteurs se transmettaient entre eux. Si ton nom n'est pas sur le banc, tu n'as pas été avec elle. S'il est sur le banc, oublie que tu as été. Mais personne ne savait ce qui était le plus effrayant. Elle ne tenait pas de journaux, n'écrivait pas de lettres, ne laissait pas d'enregistrements. Toutes ces archives, le bois, vivant, silencieux, sombre. Et dedans,
tout ce qu'il faut savoir, sur ceux qui furent et sur celui qu'elle n'avait pas pardonné. Chapitre 6. La nuit où tout sortit au grand jour. C'était une nuit ordinaire. Ni tonnerre, ni tempête, ni éclipse. Seulement l'air humide et un voile sur le jardin. Les fenêtres de ces appartements étaient entr'ouvertes, le vent agitait faiblement les rideaux, tout semblait comme toujours, mais quelque chose avait changé. Il partit le premier. N'ayant pas eu le temps de s'habiller complètement, son parfum restait encore sur son cou. Sur les lèvres, une trace de son vin. Au poignet, une égratignure, légère, intentionnelle. Il se dépêchait. Et ne remarqua pas comment un feuillet glissa de sa manche, plié, chaud du corps, avec une tache de cire au bord, une lettre. Pas une lettre d'amour, pas un aveu, plus dangereux. Dedans, pas des noms mais des allusions, des lieux, du temps. Des mots qui ne prouvent rien mais sont assez dits. Une lettre qui n'aurait pas dû être écrite, n'aurait pas dû être livrée, n'aurait pas dû être trouvée. Mais elle fut trouvée par la mauvaise personne, trouvée par un serviteur, silencieux, discret, l'un des nouveaux. Il y a quelques mois était apparu dans la cuisine et était resté. Il s'avéra pas simple, un espion. Pas au sens d'intrigue, directement, envoyé sur ordre, surveiller, écouter, attendre. La lettre fut transmise en main sûre par le frère du monastère, puis à la capitale et bientôt sur la table d'un homme dont le visage était connu de tout le pays, le tsar. Mais on ne donne pas de telles lettres au tsar, immédiatement. D'abord au frère, et l'un d'eux, lisant à voix haute, leva lentement la tête. Il connaissait l'écriture, trop bien la connaissait. Le nom n'était pas écrit. Mais il se lisait entre les lignes. Lui-même était parmi ceux qui autrefois, qu'elle connaissait plus que tous, qui lui juraient, qui étaient prêts, même quand c'était interdit. Il la trahit. Pas par haine, par peur, car la lettre signifiait une chose, elle était sortie de contrôle. Elle en savait trop, et écrivait, ce qui signifiait plus une femme. Déjà, une menace. Cette nuit-là, on commença à agir. Sans tonnerre, sans cavalier, sans sceau, les serviteurs commencèrent à disparaître. L'un fut envoyé pour les besoins domestiques, un autre pour la formation. Le palais se vida sans avoir eu le temps d'avoir peur. Le serviteur qui avait trouvé la lettre disparut à jamais. Quelqu'un disait « il fut récompensé », quelqu'un qu'il disparut lui-même sous la glace. Mais tous comprenaient, il était devenu un levier. Et le levier fonctionna. Personne ne la prévint. Le matin, elle se réveilla et remarqua que dans le couloir, c'était inhabituellement silencieux. Ceux qui auraient dû apporter le thé ne vinrent pas. Ceux qui d'habitude mettaient l'eau pour se laver oublièrent. Elle sentit, quelque chose était arrivé, ouvrit la fenêtre, et personne dans le jardin. Même les oiseaux s'étaient envolés. Le soir, le frère de son mari vint chez elle, sans serviteur, sans cri. Il la regarda dans les yeux, longtemps, silencieusement, posa la lettre sur la table et dit « Tu ne peux plus te taire, maintenant tous savent. » Et partit, ne se retourna pas. Elle resta seule dans la pièce, sur la table, la lettre, ses mots, son écriture, son ton. Ils étaient beaux, ils étaient audacieux, ils étaient libres, trop libres. Maintenant, les Romanov savaient, et quand les Romanov savent, plus rien ne peut être repris. Chapitre 7. Interrogatoire sans torture, à genoux mais sans repentir. On ne l'emmena pas enchaînée, ne la traîna pas sur une charrette, n'annonça pas la sentence sur la place. Tout fut plus silencieux, plus froid, de l'intérieur. La voiture arriva au monastère avant l'aube. Grise, doublée de fourrure, sans armoiries, sans escorte. Dehors, le brouillard. Dedans, le silence. Elle était assise droite, doigts croisés sur les genoux, regard dirigé vers la fenêtre, mais ne voyant rien. Quand les portes du monastère de Tchoudov s'ouvrirent, personne ne l'accueillit. Seulement un moine, grand, au pas silencieux, en noir. Sans mots, il indiqua le chemin. Pas vers une cellule, vers la chambre basse. On ne la frappa pas, on ne l'enchaîna pas. Elle savait, tout serait différent, beaucoup plus subtil, beaucoup plus terrible.
Dans la pièce, il n'y avait pas d'interrogateur, seulement deux, derrière un paravent, et elle, à genoux, devant une icône. On n'entendait que le craquement de la glace aux fenêtres et le grincement de sa respiration. Nomme les noms. La voix, douce, presque paternelle. Elle lève la tête. Vous voulez tous? Une pause. Seulement ceux qui étaient dans la maison. Alors commençons par vous. L'écoute derrière le paravent se tait. Elle sourit, pas par moquerie, du sourire fatigué d'une personne qui ne craint plus rien. Elle parle calmement, sans audace, sans pitié. Elle parle de celui qui lui apportait des fruits, puis lui-même. D'un autre qui dessina son épaule avant de la toucher, de celui qui lui disait qu'il l'aimait mais tremblait chaque nuit, de ceux qui étaient rudes, maladroits, timides, beaux, tristes, drôles. Elle parle de l'odeur du cuir après la chasse, de l'être sentant l'encens, de baisers dans la bibliothèque, du banc dans le jardin. Ils se taisent, elle parle, ne se défend pas, ne se justifie pas, raconte simplement, mot après mot, histoire après histoire, vérité qui n'est plus capable de blesser. L'un des auditeurs ne supporte pas, part, l'autre reste, jusqu'au bout, quand on lui demande « Tu regrettes ?» Elle regarde dans le visage, calmement, sans défi. « Et vous, oui ?» Une pause, longue, lourde comme une sentence. « Tu étais une épouse. » Non. J'étais une femme. Et alors pour la première fois, quelqu'un l'appelle à voix haute. Pas un crime, mais une décision. Elle reste au monastère, pas comme prisonnière, comme fantôme. On ne lui coupe pas les cheveux, on ne l'oblige pas à jeûner, on ne lui donne pas de livres, mais on lui donne du temps. Elle ne parle plus, mais ne se tait pas non plus. La nuit, elle se tient près de la fenêtre, regarde dans le jardin, passe mentalement ses doigts sur l'écorce de ce banc, et si quelqu'un à ces heures avait osé demander « Qui es-tu maintenant ?» elle aurait répondu sans l'ombre d'une hésitation « Je ne suis pas une épouse, je suis une femme. » Chapitre 8. L'endroit où ne tombaient que les tsarines. D'abord on pensa on l'enfermerait dans un monastère, puis qu'on arrangerait une mort accidentelle. Mais la décision fut différente, plus ancienne, plus humiliante, plus sûre. Exilée, là où on oublie, au nord, l'endroit on ne le nommait pas, simplement loin. Où l'hiver dure 9 mois. Où la glace couvre les fenêtres de l'intérieur, où même les oiseaux volent bas comme de peur. Un endroit où on exilait autrefois les veuves des tsars. Un endroit dont on n'écrit pas dans les chroniques de cour, on ne fait que chuchoter. Un endroit de chute. Elle voyagea longtemps, à travers des forêts où disparaissaient les routes, à travers des villages où les enfants se cachaient de la voiture inconnue, à travers des villes où personne ne reconnaissait son visage, et c'était nouveau. Personne ne s'inclinait, personne ne chuchotait, elle était personne. La maison, basse, taillée, solitaire, se dressait sur une colline d'où on ne voyait que la forêt. Une vieille femme, intendante, muette, garde, 2 archers, sans insigne, sans mots. À l'intérieur, poêle, banc, lit, fenêtre, une, petite. La lumière n'y entrait que quelques heures par jour, le reste, grisaille et silence. Elle ne demandait pas plus et ne l'attendait pas. Le temps là-bas ne coulait pas, il goûtait, goutte, goutte, goutte. Les jours se confondaient avec les nuits, les lettres n'arrivaient pas, les voix s'oubliaient. Mais en elle, quelque chose continuait à vivre. Parfois la nuit, elle sortait pieds nus sur la neige, se tenait entre les sapins et regardait le ciel. Ne priait pas, chantait, doucement, longuement. Des mots, anciens d'avant le mariage, des chansons que chantait sa mère, ou elle-même petite fille. La forêt se figeait, et seul le vent lui répondait en hurlant. Les femmes du village le plus proche disaient « Dans ces forêts, quelqu'un chante la nuit ». L'une jurait avoir vu une silhouette en blanc, comme une ombre glissant entre les arbres.
Les hommes se signaient des esprits maléfiques, et une vieille femme dit une tsarine, seulement sans trône. Parfois on lui apportait des livres, anciens, déchirés, sans commencement ni fin. Elle les lisait syllabe par syllabe, puis écrivait des mots dans la neige, pour ne pas oublier qu'elle savait. Au printemps, des oiseaux arrivèrent. L'un se posa sur sa paume. Elle pleura pour la première fois. Pas de douleur, de ce que son corps se rappelait encore la chaleur. Elle se cousait des vêtements avec des restes, transformait son ancienne robe en couverture. Pas parce qu'il fallait, parce que pour rester humaine. Une année passa, puis une seconde. Elle n'écrivait pas de lettres, n'appelait pas, n'attendait pas, mais vivait. Pas comme punie, comme abandonnée. Et dans cet endroit, où avant elle ne s'asseyaient que des veuves, des épouses déchues, des femmes sans nom, elle ne se sentait pas morte. Car si tu chantes, tu vis. Si tu te rappelles ton nom, tu existes. Et si on te craint même dans le silence, cela signifie que tu te possèdes encore. Chapitre 9. La femme qu'on maudissait et qu'on désirait. À Moscou, on ne prononçait pas son nom, pas par peur, par nécessité. Trop de choses se cachaient derrière. Trop fort était l'écho. Dans les orbes, on ne la mentionnait pas. Dans les chroniques, on la contournait. Même les prêtres lisant les prières pour le repos de l'âme de la famille tsariste omettaient sa ligne. Elle devint le vide dans la généalogie, l'ombre dans le miroir de l'histoire. Mais les ombres ne disparaissent pas. Elles deviennent seulement plus silencieuses. Plusieurs années passèrent. Il semblait... tout était oublié. Elle était là-bas, loin. Neige, isolement, silence. Mais Moscou n'oubliait pas, ne pouvait pas. La nuit, dans ces mêmes appartements où elle se promenait autrefois, une coupe à la main, régnait maintenant le silence. Mais les serviteurs sentaient encore son parfum, pas dans les choses, mais dans l'air. Pas du parfum, de la mémoire. Les hommes qui avaient été près d'elle au moins une fois ne trouvaient plus la paix. Ils se mariaient, travaillaient, priaient, m'écrivaient des lettres, sans adresse, sans espoir. Sur du papier fin, écrit d'une main tremblant d'un sentiment qu'on ne pouvait nommer. Pas l'amour, pas la culpabilité, l'obsession. Et chaque lettre commençait pareil. Si tu pouvais répondre. Ils ne savaient pas où les envoyer. Certains les donnaient aux serviteurs, ceux-ci les brûlaient derrière la cour. Et certains les gardaient dans des coffres, comme des reliques. Les femmes ne se taisaient pas non plus. Elles la haïssaient. Pas pour avoir séduit les hommes, mais pour s'être permis de ne pas avoir peur. Sur les marchés, on arrachait ses portraits des étals. Dans les chansons de taverne, on remplaçait son nom par les mots « sans nom »,« corrompu »,« celle qui tomba ». Mais on chantait quand même, car en chaque femme, ne fût-ce qu'un instant, elle résonnait. Comme un murmure, toi aussi tu peux dire non. Les filles de Boyard cachaient sous l'oreiller des anneaux aux initiales semblables aux siennes, les unes pour se souvenir, les autres pour lui ressembler. Les troisièmes pour maudire. Une fille de diacre, avoua parfois je prie et je pense à elle. J'ai honte, mais je ne m'arrête pas. Dans les chambres des maisons nobles commencèrent les disputes. Les maris commencèrent à éviter les mots touchant à la liberté. Les épouses, commencèrent à parler plus bas, mais à regarder plus directement. Elle ne changea pas seulement les hommes, elle changea les femmes. Et maintenant, même celle qui brûlait ces images l'enviait secrètement, car elle n'était pas sainte, mais elle-même. Pas parfaite, mais vraie. Pas soumise, mais vivante. Et dans cette ville où tout avait un prix, sa liberté devint le souvenir le plus cher et le plus interdit. Car on peut rayer une femme du protocole, l'exiler, l'effacer, la maudire, mais on ne peut pas brûler le désir. Et elle était le désir. Pour eux, pour elle, pour toute une génération, qui chuchotait déjà son nom dans l'obscurité. Chapitre 10. Celle dont on enterra le corps mais pas le nom. Elle mourut dans le silence. Pas dans l'agonie, pas au lit, pas en présence d'un prêtre, simplement dans le silence.
de même qu'elle avait vécu les dernières années sans cri, sans pitié, sans pardon. On trouva le corps le matin. La vieille intendante, celle-là même qui l'avait accueillie autrefois aux portes, ouvrit la porte et ne comprit pas tout de suite. Dans la pièce, il faisait chaud. Le feu dans le poêle s'éteignait déjà. À côté, un livre, ouvert sur une page sans texte, et une main touchant légèrement le bord, comme si elle avait simplement lu et s'était endormie. On ne l'enterra pas près de l'église et on ne la ramena pas à Moscou, trop dangereuse même morte. La tombe, sous un sapin, sans croix, sans plaque, seulement une branche cassée à l'endroit où la terre était fraîche. Le garde baissa la tête, le moine lut une prière pour lui-même, personne ne pleura. Mais tout ne s'arrêta pas là. 100 ans passèrent. L'histoire compressa son destin en quelques lignes. Les Romanov changèrent, le pouvoir changea, mais la mémoire resta. Un poète vivant à Pétersbourg écrivait des vers sur les femmes du passé, sur les veuves, sur les tsarines, sur les rebelles. Et soudain, dans un cahier apparu, « J'ai vu une femme. Elle était comme le feu, et dans ses cendres, de l'or. » Le nom ne fut pas nommé, mais tous savaient de qui il s'agissait. De ce jour, dans les salons, on commença à dire « c'est sur elle ». À la taverne, on ajouta une nouvelle strophe à la chanson. Et dans une bibliothèque privée, on ressortit une lettre décolorée, non envoyée. Le portrait qu'on avait autrefois caché sous l'escalier fut accroché dans la chambre. On le regardait pas par luxure, par respect, par envie, par peur. Car elle ne demandait pas, ne pardonnait pas, ne reculait pas. Elle partit, comme elle avait vécu, silencieusement, sans larmes, sans scène, mais laissa derrière elle pas le vide, des cendres. Et dans ces cendres, étrangement, se révéla ce qui n'avait pas été visible de son vivant, la valeur. Car l'amour peut s'oublier, car les baisers disparaissent, les souvenirs s'effacent, les corps brûlent, mais le désir reste, le désir d'être soi-même, le désir de ne pas s'incliner, le désir de choisir. Elle n'était pas sainte, pas tsarine, pas héroïne, mais elle devint un symbole, pas parce qu'elle lutta, mais parce qu'elle ne se soumit pas. Et c'est précisément par cela qu'elle survécut à tous ceux qui rayèrent son nom. Car on peut enterrer un nom, mais une femme qui connaissait sa propre valeur, jamais.